Le tarot n'est pas un instrument qui a pour but de dire l'avenir. Le tarot est un instrument de connaissance de soi. Il ne répond pas aux questions, qui posent les bonnes questions. Quand tu racontes ce que tu vois et que tu décris une image, tu vas invariablement parler de toi. On va soi-même s'approprier, faire affleurer à la conscience des choses qui sont dans notre inconscient. Je suis traductrice, moi. Je connais la langue. Eux vont me raconter l'histoire, moi je vais la traduire. Je pense qu'on ne rencontre pas le tarot. En réalité, c'est le tarot qui vient nous chercher. C'est une étrange histoire qui est de l'ordre évidemment du spirituel, mais qui est également de l'ordre de l'humain, plus simplement. Vraisemblablement, le tarot vient nous chercher. Je te raconte comment j'ai rencontré, comment cet instrument est venu à moi. Un beau jour à Saint-Germain-des-Prés, une librairie qui s'appelle La Une, qui était une magnifique librairie, qui hélas a été détruite au bénéfice d'un Starbucks Café. Donc je ne dirais pas ce que je pense du remplacement d'une librairie par un Starbucks Café, c'est un autre débat. Je suis entrée à La Une en me baladant à Saint-Germain un jour d'été, et je suis tombée sur un énorme bouquin qui s'appelle « Les méditations sur les 22 arcanes majeures ». Puis j'ai pris ce bouquin, ça ne me disait exactement rien, je l'ai acheté, je suis partie avec, je ne l'ai même pas ouvert. J'achetais beaucoup de bouquins, comme tu me connais, et je l'ai même pas ouvert. Et voilà, fin de l'histoire. Quelques années après, dans une université qu'on ne citera pas, dans laquelle j'étais partie faire de l'urgencologie, c'est l'époque où j'étais anesthésiste, j'étais partie faire de l'urgencologie, et dans un corridor, j'ai croisé une dame qui m'a dit « Toi, je veux travailler avec toi ». Et dans ce « Toi, je veux travailler avec toi », je ne savais pas qui était cette dame, et elle enseignait le tarot thérapeutique. À l'instant, évidemment, je me suis dit qu'elle était folle, et que ça faisait pas de sens, son histoire. En réalité, je suis allée à un premier cours, à un deuxième cours, et j'ai quand même fait un tout petit peu d'urgencologie dans les 6 mois qu'on suivit, et beaucoup de tarot. Tout ça pour dire que c'est un instrument qui vient nous chercher, qui frappe à ta porte. Ça n'est jamais une rencontre fortuite. Moi, je crois profondément à ça. Un certain nombre de gens possèdent d'un jeu de cartes. Très peu de gens ont été appelés par, et ceux-là, en règle générale, tombent dans la marmite. Alors, qu'est-ce qu'on fait comment on définit ça? Le tarot, on ne sait pas trop quelle est son origine, on lui en a attribué tout un tas, et c'est un instrument qui existe depuis très longtemps, qui a ressurgi sous nos latitudes en Europe au XIVe siècle. Au XIVe siècle, on retrouve les premiers jeux de cartes. Il est fait état en 1372 de jeux de cartes. Le tarot, celui avec lequel moi je travaille et qui est l'instrument majeur, s'appelle Tarot de Marseille, pour une raison très bête, c'est que les cartes sont faites à Marseille. Donc on l'intitule Tarot de Marseille. Alors, après, moi ce que je voudrais préciser, ceci est un tarot. Ce sont 78 morceaux de carton. Ça n'a pas d'autre valeur que du carton sur lequel il y a des dessins. La valeur symbolique, la valeur réelle de l'instrument, elle est dans le contenu, pas dans le contenant. Donc, à l'instant précis où on dit « est-ce que je peux toucher tes cartes ?» Mais bien sûr, ce sont des objets en carton. C'est le contenu qui est important. Le contenu, c'est un énorme message symbolique qui contient vraisemblablement une grande partie de ce que c'est l'humain ici et maintenant. Ces images, elles ont volontairement un aspect rébarbatif. Elles ne sont pas jolies. Elles ne sont pas jolies parce qu'elles ne sont pas là pour que la beauté de l'image attire le regard. Elles sont là pour qu'on voit le contenu. Et le contenu, c'est un immense message. Alors, première chose qu'on constate, c'est qu'elles sont rectangulaires. Que ce rectangle est composé en fait de 2 carrés superposés. On l'appellera carré long argenté, c'est le nom d'origine. Ce tarot se compose de 78 images qu'on appellera arcanes. Arcane en vieux français veut dire mystère.
C'est donc les 78 mystères de l'humanité ou les 78 images qui regroupent ce que nous savons du mystère de l'humanité. Moi, j'ai coutume de dire que le 79e, c'est la conscience humaine. Et que ces 78 images nous mènent à la conscience humaine. Alors, il y a l'intégralité se compose de 22 arcanes dits majeurs, qui sont le contenu des archétypes jungiens. On reviendra sur la notion d'archétype quand tu voudras. Les 56 arcanes mineurs, fréquemment on pense que mineur veut dire inférieur, ça n'est pas exact. La vraie lecture, c'est mineurs qui vont en profondeur, qui vont dans la mine. D'accord, qui vont chercher la connaissance plus loin. Il est souvent plus facile de travailler avec les arcanes majeurs qu'avec les arcanes mineurs, parce que eux font référence à l'arbre de vie de la Kabbale hébraïque, et là, ça se complique. On va déjà essayer de comprendre les 22 arcanes majeurs. Alors voilà, ceci étant, ces 78 arcanes sont 78 enseignements, c'est un peu un livre dont les pages n'ont pas été attachées. Si les pages n'ont pas été attachées, c'est pas lié au hasard, c'est parce que elles vont se lire différemment en fonction de la manière dont tu vas en tirer deux, qui ne seront pas 1 et 2, mais 1 et 5 ou 9 et 14, voilà. Et moi, j'ai fait ce qui est un non-sens dans le tarot. J'ai fait un tableau où je les ai attachés pour la bonne compréhension de l'enseignement. Donc, pour la bonne compréhension de l'enseignement, tu vois ici, tu as les 22 arcanes majeurs qui commencent à 1, qui finissent à 21 avec le mat qui n'a pas de nombre. Si tu veux, on reviendra sur ça plus tard. Et pour te donner une idée de ce que représentent les 56 arcanes mineurs, j'ai fait cette partie-là du tableau. Si tu regardes ça 2 secondes, tu t'aperçois qu'énergétiquement, c'est énorme et difficile à supporter. Tu ressens le poids, le poids de l'énergie qui est dégagée par ces images-là? Oui, la profondeur. La profondeur, hein. Et là, je te défie, moi, d'avoir cette photo au-dessus de ton lit. Hein. Là c'est l'insomnie garantie. Là, c'est l'insomnie garantie. Voilà. Je les ai attachés, je te répète, c'est une hérésie de les attacher, mais c'est pour le bon fonctionnement de l'enseignement. On va s'intéresser essentiellement, quand on fait de la thérapie assistée par le tarot, on va s'intéresser d'abord aux 22 arcanes majeures, on ira chercher plus loin après. Mais avant de passer justement à tout cet enseignement, qu'est-ce que... Tu dis que le tarot est venu te chercher, mais comment il t'a gardé en fait, hein? J'ai envie de dire que c'est magique au sens réel du mot magie, quand l'âme agit. Quand l'âme agit, quand tu te sens relié à quelque chose. Après, c'est pourquoi et pourquoi pas. J'imagine que... moi, j'ai cette intime conviction, je te répète, hein, que le tarot vient nous chercher. Alors après, c'est comme toutes les histoires d'amour, il y a des périodes avec et des périodes sans, mais on y revient toujours. Et puis les périodes avec, les premières périodes que tu as eues avec, hein, comment elles se sont déroulées? Ton apprentissage? Ah bah la découverte, bah, c'est la découverte, là. Moi, je lisais tous les jours, je regardais tous les jours. Et j'ai eu la chance, c'était une très grande dame qui donnait cet enseignement, qui a immédiatement différencié, dans le cadre où elle enseignait, qui a immédiatement défini que le tarot n'est pas un instrument qui a pour but de dire l'avenir. Que le tarot est un instrument de connaissance de soi. C'est un instrument qui ne répond pas aux questions, qui pose les bonnes questions. Le tarot va te poser des questions. Tu vas tirer une carte et tu vas te dire pourquoi je dois travailler sur ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'attire à travailler sur ce sujet aujourd'hui? Quel est mon besoin aujourd'hui? Dans quelle énergie je suis aujourd'hui? Alors, je n'ai pas de jugement à porter sur les gens qui disent l'avenir. Hein. Moi, j'ai la conviction que l'avenir, on se le fabrique. Et qu'on en est le seul maître avec des moyens de compréhension pour aiguiller le chemin. Maintenant, je pense très sérieusement que dire l'avenir, c'est déjà le conditionner. Et que cet instrument, à aucun moment, n'a été fait pour ça.
c'est terriblement présomptueux de croire qu'on connaît le tarot. Je pense qu'on ne le connaît jamais. On découvre des éléments, on en comprend certains mieux que d'autres, il y a des aspects de notre personnalité qui répondent à des morceaux de connaissances dans le tarot. Je pense que c'est terriblement présomptueux de prétendre le connaître. C'est un instrument qui vient te chercher. Parfois, la rencontre, elle met très longtemps à se faire. Moi, j'ai acheté ce premier livre, dont finalement c'est le seul qui me semble important, qui s'appelle Les Méditations sur les 22 arcanes majeures. Je ne te donnerai pas le nom de l'auteur, parce que c'est un auteur inconnu, Oui. qui lui a voulu rester inconnu, ce qui nous donne bien une idée déjà de l'humilité nécessaire à appréhender la connaissance. Ce bouquin, pour ceux que ça intéresse, est paru chez Aubier, mais il est d'un auteur inconnu. Et ce bouquin, je l'ai acheté, je l'ai posé. Puis j'ai rencontré cette invraisemblable enseignante magique. J'ai appris des choses, et puis je suis rentrée chez moi, j'ai fait autre chose. Et plusieurs années après, quand j'ai réorienté ma vie professionnelle, et que j'ai fait une formation, longue formation de psy freudienne d'abord, puis jungienne ensuite, c'est une toute autre lecture, tout naturellement, cet instrument est ressurgi. Et ressurgi à but finalement de m'aider dans mon travail. Jung, qui, comme tu le sais, a longtemps été un disciple de Freud et qui, en cours de route, s'est dissocié de Freud pour des divergences d'opinion majeures qui concernaient notamment la notion d'inconscient collectif. Jung a défini que nous étions mus par trois choses. Le conscient, qui est ce avec quoi je communique officiellement avec toi maintenant, mon conscient. Un inconscient personnel, qui est, comme son nom l'indique, pas conscient, et un inconscient collectif défini par ce qui nous relie tous au travers des millénaires et des générations, ce qui relie les gens en fonction de leur origine, j'ai envie de dire ethnique, j'ai envie de dire religieuse, de tout ce qui organise finalement ce qu'on appelle en psy le surmoi et le moi, ce avec quoi on va communiquer et les interdits. Jung ayant défini ça, il a défini un certain nombre de choses aussi. Il a défini la notion d'ombre, c'est-à-dire les choses qu'on n'aime pas chez soi, hein, les choses qu'on n'est pas heureux de montrer ou de... Voilà, on appelle ça les ombres, et il a défini la persona. Persona, pour mémoire en grec, ça veut dire masque. La persona, c'est l'image que tu montres à l'autre. C'est le masque avec lequel tu te présentes. Quand tu as défini les ombres et la persona, eh bien, tu vas retrouver tout ça dans le tarot. Tu vas retrouver le positif, le négatif, le sombre, le lumineux, et tu vas, en tirant une carte, te demander à quoi tu réfères. À ton ombre, à ta persona. Étant entendu qu'aucun des deux ne fait de sens réel tout seul. Avec quoi je vais combattre mes ombres? Si c'est avec un masque, ça va pas le faire. Donc il faut que j'aille chercher plus loin. Dans tout ce qui est le plus loin, animus, anima, après on va pas redéfinir. Jung disait, je sais que mon œuvre sera pillée, faites-le, mais ne dites pas que c'est du Jung quand ça n'est pas du Jung. Je vais donc pas faire ce qu'il a interdit qu'on fasse. Je le cite avec respect. Je le cite avec respect et avec tout l'intérêt que je lui porte. Il a défini les archétypes. Les archétypes, c'est les grands mouvements qui régissent notre vie. Dans les grands archétypes, il y a l'archétype de la mère, l'archétype du père, l'archétype de l'enfant, l'archétype du prêtre, de la maison, de tout ce qui compte pour nous et qui peut être archétypique. On retrouve tous ces archétypes dans les 22 arcanes majeures. On les retrouve pas dans les mineurs. Mais on retrouvera dans les mineurs ce qui les met en mouvement. Au XXe et au XXIe siècle, tout ce qui est divinatoire, non scientifique, etc.,
quand même un peu proscrit. Je crois que il n'y a pas de proscrit ou de pas proscrit, il y a ce à quoi tu crois. Mhm. À une époque, à l'époque où je commençais, moi, à faire de la psychothérapie assistée avec le tarot, il va sans dire que moi j'aime beaucoup travailler les projections avec les arcanes. On verra plus tard pourquoi. Mais je n'ai jamais imposé cet instrument à personne. Mhm. Je dis aux personnes aux patients avec qui je travaille, je leur demande s'ils sont d'accord de travailler avec cet instrument. Ça peut heurter certaines considérations religieuses ou la lecture qu'on en a, ça peut heurter un certain nombre de choses. Je n'ai jamais imposé cet instrument, par respect pour les gens et par respect pour l'instrument d'ailleurs. Mhm. Quant aux gens de la profession, tu sais, moi j'ai eu la chance, j'ai la chance d'avoir travaillé avec beaucoup de gens dans la profession quand j'avais une carrière hospitalière, ce qui a simplifié de beaucoup ma vie quand j'ai ouvert mon cabinet, parce que ces gens me connaissaient. Alors fréquemment, on m'a dit, je t'envoie un patient, hein, mais c'est pas pour que tu lui tires les cartes. Ce à quoi j'ai invariablement répondu, écoute, moi quand je t'envoie un patient, je t'interdis pas ton stéthoscope. Si ça te pose un problème, envoie chez quelqu'un d'autre. La question est toujours la même. Est-ce qu'on est crédible quand on s'éloigne des sentiers de la médecine traditionnelle? Est-ce qu'on est crédible quand on est dans les médecines dites parallèles ou dans tout ce qui peut s'y apparenter? On l'est si on en connaît la limite. On est si on est capable de travailler avec et pas contre. De travailler en partenariat. À l'instant précis où moi je pense que quelqu'un qui m'a sorti 3 fois un arcane qui peut potentiellement parler d'un problème cardiaque, je vais pas m'amuser à penser que je peux le traiter. Je vais suggérer à ce quelqu'un d'aller trouver son médecin. À l'instant où on travaille comme ça, rien n'est proscrit. Ce qui décrédibilise tout ce qui est parallèle, c'est l'utilisation abusive qu'on en fait de vouloir remplacer une forme de médecine par une autre. Ça n'a jamais été mon propos. Moi, je travaille avec des acquis en psychothérapie qui me permettent de définir un certain nombre de choses et je les appuie avec un instrument. Mais je ne trahis aucune science et je n'en remplace, si tant est qu'on puisse parler de la psy en disant une science. Hein, ça a été le grand combat de Freud, de vouloir faire reconnaître la psy comme étant une science. Malheureusement, il n'y est pas arrivé. Si tant est qu'on puisse... Et puis c'est encore en débat, ça. C'est encore en débat. Si tant est qu'on puisse faire reconnaître la psy comme une science, à aucun moment un instrument qui vient à l'appui, n'ayant pour but de le remplacer, ne peut être dangereux. Qu'est-ce que le tarot n'est pas? À mes yeux, mais après ça c'est libre à chacun, ça n'est pas un instrument de divination. C'est un instrument sacré, mais ça n'est pas... Et il faut le sortir de cette espèce de truc mystique à tort. C'est un instrument sacré, c'est un instrument de connaissance, c'est un contenu universel, c'est un catalogue de symboles. On pourrait redéfinir ce qu'est un symbole, mais ce que le tarot n'est pas, j'ai envie de dire, et je répète, mais ça n'appartient qu'à moi, un instrument de divination. Pour la petite histoire, on raconte que Charles VII, le roi dit fou, mais là c'est vraiment la légende, hein, je te la raconte parce que c'est drôle, s'ennuyait, qu'il était malheureux, et qu'il a envoyé les érudits aux 4 coins de la planète, en leur disant, messieurs, allez me chercher le livre de la connaissance, parce que j'ai besoin de comprendre pourquoi je ne suis pas heureux. Et les érudits auraient répondu, Majesté, le propos n'est pas que vous soyez heureux, la France va mal, il y a la famine et il y a la guerre. Et le roi aurait répondu, je voudrais être heureux parce que si je suis heureux, je donnerai à mon entourage envie d'être heureux et mon entourage donnera à son entourage envie d'être heureux. Et par coaptation, on aura une autre lecture de la vie parce que les gens se donneront les moyens d'être heureux. Cette lecture énergétique, c'est peut-être la première lecture énergétique du monde.
toutes les symboliques sont contenues dedans. Qu'est-ce que c'est qu'un symbole? Je pense que la conscience humaine ne peut même pas définir le mot symbole. Tu te balades dans un canton catholique, il y a des crucifix un peu partout. Tu ne vas pas te dire, tiens, je suis dans un canton catholique, il y a un crucifix. Tu vas référer à la foi catholique, immédiatement. C'est un symbole. Le pain, c'est le symbole de la nourriture, instinctivement. Je connais des dizaines de femmes qui peuvent acheter des robes hors de prix, mais qui ne jetteront pas un sandwich, parce que le pain, c'est le symbole de la nourriture. Voilà. Un symbole, c'est quelque chose qui ne s'explique pas. Mais nous en sommes tous... Nous contenons tout un tas de symboles. Nous vivons avec, nous le faisons de manière pas du tout consciente. Le tarot va nous les révéler. Le tarot va nous les révéler. Tous les symboles, vraisemblablement, d'une grande partie de l'humanité et d'à peu près toutes les religions sont dans cet instrument. Si je te montre l'arcane 14, qu'est-ce que tu vois, toi? 2 bros, dos. Moi, j'ai envie de dire qu'à l'instant, on voit un ange, parce que les ailes, c'est le symbole des anges. En l'occurrence, c'est pas un ange, la dame. Hein. Mais le symbole des ailes, vraisemblablement, ça s'apparente à un ange. Si je te montre l'arcane 15, tu vas voir d'autres ailes, mais tu verras pas un ange. Parce que le vilain personnage qui est dessus, c'est le symbole du pas gentil. C'est le symbole du diable. D'ailleurs, il s'appelle comme ça. Symbole, c'est très très difficile à définir. Quand tu vois ce personnage ici, il a plein d'instruments, c'est le symbole du travail. C'est pas le symbole des vacances. À l'instinct, tu vas penser que quelqu'un travaille. Après, c'est le cas ou c'est pas le cas, c'est un autre débat. Mais ça symbolise d'emblée quelque chose de l'ordre du travail. Ce qu'on voit d'emblée sur le tarot, en fait, c'est que si on compte le blanc et le noir, on a 7 couleurs. 7, je rappelle la valeur symbolique du 7. 7 jours de la semaine, 7 notes de la gamme diatonique, 7 couleurs de l'arc-en-ciel. 7, c'est un nombre qui est hautement symbolique. On est dans les grands symboles, là. Hein. Le tarot, si on compte le blanc et le noir comme étant des couleurs, est fait avec 7 couleurs. Le bleu, intériorité, le rouge, force, le jaune, soleil, lumière, le vert, croissance. Le vert, pourquoi symbole de croissance? Parce que l'herbe est verte, parce que les plantes sont vertes. Voilà, symbole de croissance. Le couleur chair. Couleur chair, c'est la vie, c'est l'humain. Le noir, profondeur. Le blanc, spiritualité, dans nos symboles. Très très globalement, ça m'ennuie de réduire comme ça, mais on retient ça comme étant les couleurs. Les personnages, on va reprendre pour simplifier encore peut-être, si je peux me permettre, ce tableau-là, qui n'est pas un tableau, qui est, je répète, une hérésie, puisque les arcanes sont faits pour être séparés. Quand on le prend comme ça, on a le parcours d'un humain. Le parcours d'un humain, on va dire qu'il naît ici et qu'il change de plan là. On va constater quoi? Ces personnages sont tous très laids déjà, ils sont tous difformes, ils sont tous dans des positions improbables. Rien n'est lié au hasard dans ces images-là. Rien n'est lié au hasard. Ce petit personnage, le premier, qui s'appelle le battleur. Battleur, je rappelle que au Moyen-Âge, c'était le personnage qui amusait la foule profanum. Profanum, hors du temple. C'est l'amuseur de foire avant qu'on entre à l'église, le battleur. Il tient toute la place. Ça, c'est le petit Danny qui vient de naître. Il n'y a que lui qui existe.
lui est le sein de sa maman dans un premier temps, mais lui, il n'a pas conscience du reste du monde. Quand on arrive ici, le personnage, il est tout petit et il est au milieu de beaucoup de monde. Il a pris conscience du monde, il a évolué, il s'est trouvé, il est au milieu du monde. Ça, c'est une des premières lectures qu'on peut faire, de dire les personnages ne sont pas beaux, ils sont dans des positions improbables, ils nous disent quelque chose. Leur position nous dit quelque chose. Ce voyage qu'on peut définir par 3 fois 7, par ailleurs, hein. 3, encore un chiffre symbolique. 3, la Trinité, et un certain nombre de lectures du 3. Passé, présent, avenir, dans les cultures catholiques et protestantes. C'est pas exact dans la foi hébraïque où on dit il n'existe que 2 temps, ce qui est accompli, ce qui reste à accomplir. Dans nos cultures à nous, on va dire passé, présent, avenir, encore un nombre 3. Dans ce 3 fois 7, on retrouve effectivement toujours les mêmes couleurs. Pourquoi plus, pourquoi moins? Qu'est-ce qu'on va y trouver? De quoi ça nous parle? Tu veux que je te raconte une histoire avec ce tableau? Je peux te la simplifier à l'extrême, ce qui est très faux. Hein. Ce qui est très faux. La simplification à l'extrême, c'est faux. Ici, un petit personnage naît. On constate qu'il a plein d'outils sur sa table, donc il a à peu près tous les talents. On constate qu'il regarde en dehors du champ. Un petit peu comme si on pourrait considérer qu'il est encore relié à un autre monde et qu'il n'est pas encore tout à fait parmi nous. Il regarde à l'extérieur. Ici, une dame très habillée qui tient un livre. Ce livre contient sans doute la connaissance. On a pour coutume de l'apparenter à la sage-femme, la dame qui met au monde, la dame qui possède la science de la vie, toujours très symboliquement. Ce petit personnage ici, il a une maman, un papa. Tout simplement, hein, l'impératrice, l'empereur, une maman, un papa. Le pape, dans une lecture très simplifiée, on va dire que dans son village, il y a un curé, une autorité ecclésiastique. Ce petit bonhomme qui est né, grâce à quelqu'un qui l'a mis au monde, une maman, un papa, un curé dans son village, il va faire des choix de vie. L'amoureux, arcane 6, je choisis. Le chariot, on va l'apparenter à prendre un départ. On va dire que c'est une position dans la société, un travail par exemple. Ce petit bonhomme qui est né, qui a une maman, un papa, un curé, qui est un amoureux, une amoureuse, il a un travail. Il a réalisé le septénaire de l'adaptation à la société. Beaucoup de gens ne vivront avec uniquement ces valeurs-là. Et ça leur conviendra. Puis d'autres se diront, ça suffit pas. Je vais donc aller voir un peu plus loin. Un peu plus loin, la justice. La justice est le seul arcane qui regarde droit face à lui. Et ça c'est l'arcane qui dit « je me regarde ». C'est la première image d'introspection. Je face à moi. L'ermite qui s'écrit avec un H, et c'est pas une erreur d'orthographe, hein, c'est le H de hermétisme. De Hermès Trismégiste, le 3 fois grand. Celui qui dit « tout ce qui est en haut est égal à ce qui est en bas, et ce qui est en bas est égal à ce qui est en haut, pour le miracle d'une seule chose ». On est donc là dans une reliance à autre chose, d'accord, déjà signalé. L'ermite, il regarde en arrière, lui. Et lui, il nous dit « il faut que j'évolue, je vais donc aller faire le tour de tout ce que j'ai acquis, et ne garder que ce qui me convient, et faire le ménage ». Quand il a fait son ménage, quand il a fait le choix, on arrive à la roue de fortune. C'est une roue qui ne tourne pas. On va la faire tourner, on la fera pas tourner. On entrera dans un schéma répétitif ou on déménagera tout. On ne le sait pas encore. Ça dépendra de l'intention qu'on en a ou de la compétence émotionnelle, sociale, affective qu'on en a. La force, carte centrale, la seule image qui n'a pas de sol et pas de décor. La seule de ces 22 images qui n'a pas de sol et pas de décor. Elle nous dit quoi? Elle nous dit « je suis ma propre colonne vertébrale. Je mène mes combats. Je dois tenir debout toute seule puisque je me suis débarrassée de tout ce qui ne fonctionnait pas.
Le pendu, c'est un monsieur qui a la tête en bas. Tu m'accorderas que communiquer avec la tête en bas, ça rend pas le dialogue facile. Donc c'est quelqu'un qui va devoir vraisemblablement changer le regard qu'il porte sur les choses. Et on arrive à l'arcane 13. L'arcane 13, qui n'est pas un squelette, mais un costume de squelette. Et qui nous renvoie au rite du carnaval. Carnaval, en latin, carna, la chair, valet, s'en va. Le carnaval, c'est le moment où, c'est cette cérémonie qu'on imposait aux étudiants dans l'Antiquité, à la fin des études. Tout le monde se déguisait à but de dire aux profs ce qu'on pensait d'eux, sans risquer des représailles. Donc on se déguisait. Et à la fin du carnaval, on brûlait le bonhomme carnaval. On terminait carna, la chair, valet, s'en va. C'est ce personnage ici qui fait le ménage. Il nettoie sa généalogie, il nettoie un sol noir, il nettoie sans doute aussi son inconscient. Puis il se pose. Il se pose et c'est tempérance. Comme son nom l'indique, la tempérance, une des 7 vertus cardinales par ailleurs, hein, si on veut référer à la foi catholique. Cette dame, elle se pose. Elle équilibre. Elle équilibre ce qu'elle a acquis dans tout ça. Et nous avons un petit personnage qui, dans ces 7 premières images, s'est positionné dans la société. Dans les 7 autres, s'est positionné face à lui. Et qui va peut-être arriver à se dire, et je suis où face à ma spiritualité? Et la rencontre avec la spiritualité va commencer à l'arcane 15, le diable. Pourquoi rencontre-t-on la spiritualité avec le diable? On peut se poser cette question-là. Le diable, on a pour coutume dans le tarot de l'associer beaucoup à la sexualité. Pourquoi rencontre-t-on la spiritualité avec sa sexualité? Tout simplement parce que l'orgasme sexuel humain est, nous dit-on dans la Bible, le seul court instant où l'humain rencontre réellement la puissance de l'amour avant de la rencontrer en Dieu. Pourquoi commence-t-on l'approche de la spiritualité avec la sexualité? Parce que c'est notre reliance à l'autre et donc à infiniment plus grand. On effondre tout ce qui ne va pas, on se met à poil. On se met à poil parce qu'on n'a plus peur. Si tu es relié à ta spiritualité, tu n'as plus peur. Donc tu effondres tout ce qui ne te convient pas. L'étoile, abondance, générosité. Je suis relié, je n'ai pas peur. La lune, tristesse, chagrin, créativité, qui permettent de conscientiser le soleil, la lumière, la joie. On n'a pas conscience de la joie si on n'a pas rencontré la tristesse. Le jugement qui fait référence au jugement divin. Renaissance. J'ai acquis ma spiritualité, ma sexualité. Je me suis débarrassé de ce qui m'encombrait, compris la générosité, accepté la tristesse, reconnu la joie. Je renais. Arcane 21, le monde. Un petit personnage. Nietzsche disait « Celui qui s'approche de la vérité ne marche plus, il danse ». Moi, j'aime bien Nietzsche. Et enfin, le 22 personnage, qui lui n'a pas de nombre, qui n'est pas dans cette organisation-là, parce qu'il est celui qui va permettre d'aller de l'un à l'autre. Il est le mouvement. Le mouvement, c'est avancer ou c'est fuir? Pour le moment, on n'en sait rien. Ça fait partie de l'histoire. Voilà. Alors, c'est un très rapide résumé qui est horriblement incomplet. Il faudrait peut-être qu'on parle d'un truc qui s'appelle la synchronicité. Parce que quand on me dit « Ah ouais, mais enfin, j'ai pris cette carte au hasard, j'aurais pu en prendre une autre au hasard. » Carl Gustav Jung, toujours lui, a défini la synchronicité en disant il arrive fréquemment, tu penses à Vanessa, ton téléphone sonne, c'est Vanessa qui t'appelle. Tu penses, tu trouves une photo de ta cousine, tu la croises à l'épicerie. Malheureusement, tu penses aux impôts, ils t'écrivent. Ça existe aussi. C'est la partie déplaisante, mais ça existe aussi. Donc il ne faut pas penser à eux. J'ai essayé, ça ne marche pas. Mais
Donc, cette synchronicité-là, finalement, pour la définir de manière simple, c'est un petit peu comme si l'inconscient collectif était un peu comme la couche d'ozone autour de la planète qui nous relie les uns aux autres. Et c'est cet inconscient collectif, au moment où tu dis « je voudrais savoir où j'en suis », c'est de cet inconscient collectif relié à toi que va venir l'impulsion qui te fera choisir une carte ou une autre. Ça n'a rien de hasard. Le hasard, je rappelle, disait Einstein, c'est la route que Dieu emprunte pour voyager incognito. On est toujours au même endroit. Donc la synchronicité en question préside au choix des cartes, préside à ce que tu vas devoir travailler. Ton inconscient le sait, même si toi tu veux pas le voir. Ton inconscient sait que tu as quelque chose à travailler et ton inconscient va, au travers de l'inconscient collectif, choisir la carte qui correspond. Ça réfère au principe évident de synchronicité. Chaque carte est une infinité de lectures. Moi, je pense que tu y trouveras le questionnement qui te convient au moment où tu poses la question. Je te parlais des septénaires en te disant le premier septénaire, c'est l'adaptation à la société. Ça n'est pas que ça. Tu vas le lire à un certain nombre de niveaux. Mais tu sais, l'évolution d'un être humain, c'est quelque chose qui est un peu comme une spirale. C'est une évolution qui se veut ascendante, enfin, qu'on espère ascendante vers une lecture positive de notre histoire, mais on va repasser 1000 fois au même endroit, pas dans le même état d'esprit, pas avec le même acquis. Même chose. Moi, quand je dis les 78 arcanes sont 78 lectures et la 79e pourrait bien être la conscience humaine, c'est ça. La conscience humaine. La conscience de qui on est. Tu n'as pas la même conscience de toi à 20 ans qu'à 80 ans. Et pourtant, c'est toi. L'évolution, elle suit ce même processus. Quand les patients sont d'accord, hein, qu'on travaille avec le tarot, je leur explique la raison pour laquelle on va l'utiliser, la synchronicité, etc. Et je leur demande de faire ce qu'on appelle une projection. Il est vrai qu'on parle des projections. Qu'est-ce qu'une projection? Dans ce cas de figure, la personne va me tirer... je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple parce que ça parle bien. Projection. Je vais te raconter une histoire. J'avais un patient architecte. Un patient architecte qui était coincé dans sa vie et qui n'arrivait pas, qui voulait de tout son cœur bouger mais qui n'y arrivait pas. Il me tire cette image-là, la maison Dieu. Il me tire l'arcane 16, la maison Dieu. Et donc je lui demande de me décrire ce qu'il voit. De me décrire ce qu'il voit. Alors, certaines personnes rentrent très vite dans décrire une image, d'autres n'y arrivent pas, n'ont pas accès, ou pour eux c'est difficile. Ce monsieur architecte, il m'a raconté qu'il y avait un décor, c'était sûrement du sable parce que c'était jaune, et puis que la baraque elle tenait pas bien debout parce que ça se cassait la gueule, et puis que c'était pas sorti, puis qu'il y avait 3 fenêtres, puis qu'il y avait 2 personnages. Il m'a raconté ça, puis moi je l'ai laissé me raconter ça 20 minutes, 25 minutes. Et au bout de 20 minutes, je lui ai dit, vous voyez, cher ami, moi, c'est pas à vous que je ferai construire ma maison. Et puis là, il me dit, pourquoi? Je lui dis, parce que la seule chose que vous n'avez pas vue, c'est qu'elle n'a pas de porte. Et là, on a pu parler de ces enfermements. Comment vous faites pour vous désincarcérer? Faut-il faire péter le toit parce qu'on n'a pas prévu de porte? Parlez-moi de votre maman qui, symboliquement, tient la porte fermée à clé, vous empêche de sortir. Voilà un exemple. Moi, j'ai envie de dire que qui je serais pour donner lecture? Je détiens pas la vérité de l'autre. Moi, si tu veux, je considère ceci est un catalogue de symboles. Chacun va raconter son histoire, et moi, je suis traducteur. Voilà. Je suis traductrice, puisqu'on dit maintenant. Je suis traductrice, moi. Je connais la langue, plus ou moins. Eux vont me raconter l'histoire, moi, je vais la traduire. Mais la force du symbole fait que le symbole aura agi sur eux avant que je propose
une traduction. Ce monsieur, quand je lui ai dit, mais moi franchement, je ne vous ferai pas construire ma maison, hein, la seule chose que vous avez pas vue, c'est qu'elle n'a pas de porte. Et là, il est architecte. Il est obligé de se dire, mais merde, il n'y a pas de porte. Et il l'a trouvé tout seul, l'explication. Il l'a raconté lui. On va soi-même s'approprier, faire affleurer à la conscience des choses qui sont dans notre inconscient. Assez bêtement et de manière très humaine, on s'organise avec ce qui ne va pas dans notre vie, nos parts d'ombre. On s'organise avec. Et on essaye de les apprivoiser ou de ne pas les voir, ou de déplacer les choses. On va déplacer un problème ou une angoisse. On va dire, ouais, non, c'est pas tout à fait ça. Mais enfin, ça pourrait, mais c'est pas ça. Quand tu racontes ce que tu vois et que tu décris une image, tu vas invariablement parler de toi. Mais le symbole va te dépasser. Et tu vas raconter, tu vas lever, si tu veux, une résistance au niveau de l'inconscient. Et tu vas mettre les mots. Alors, c'est un travail qui prend du temps, hein. On ne fait pas une projection en 30 secondes. Puis il y a des gens qui ne peuvent pas. Mais ça marche très bien parce que tu vas aller voir au-delà. Je te répète, les gens racontent des histoires. Ils ne sont pas forcément conscients de ça, ils te racontent leur histoire. Et moi, je suis traducteur. Pour les aider, eux, à sortir des histoires qui leur sont préjudiciables quand ils se les racontent. Parce que qui je serais, moi, pour vouloir les sortir de leur travers si leurs travers leur conviennent. Qui je serais pour juger que c'est un travers. Quelqu'un de cartésien qui refuse l'instrument en a parfaitement le droit. Quelqu'un dont le système de défense consiste à faire de l'humour sur l'instrument, je vais le suivre dans son humour et l'accompagner dans une projection où peut-être il trouvera des réponses. Mais à quel titre j'imposerai un instrument? À quel titre j'imposerai ma lecture de quelque chose que je considère hautement spirituel à quelqu'un qui n'a pas l'intention de l'être? Quel est le lien entre le tarot et les religions? Moi, j'ai vécu l'expérience de vouloir donner un séminaire dans une salle qui appartenait à l'église réformée, dont le pasteur m'a dit en prenant beaucoup de hauteur, Madame, je ne travaille pas avec des gens comme vous. Pour le principe, je lui ai fait expliquer ce que c'était les gens comme moi, et il m'a dit avec beaucoup de mépris, les tireuses de cartes. C'est une lecture de la vision de la foi qui est la sienne et que je respecte. Dans la lecture hébraïque de la Bible, qui est la seule, à mon sens, vraie lecture de la Bible, puisqu'elle tient compte des guématries, de la valeur des nombres, voilà. Dans cette lecture-là, on dit qu'il existe 3 clés de lecture de la Bible, le Zohar, le Sefer Yetzira et le tarot pour la Kabbale pratique. Je pense que ça situe la place du tarot dans la foi et pas dans la religion. Voilà, pour les gens qui veulent bien le considérer comme tel. D'ailleurs, chaque arcane est associé à une lettre hébraïque. C'est donc bien que les lettres hébraïques... Au commencement était le verbe et la première phrase de la Bible. La première lettre de la Bible, c'est le Bess. Bereshit. Le premier mot de la Bible en hébreu, c'est Bereshit. La première lettre, c'est le Bess. Et l'arcane Bess, c'est la deuxième arcane, celle qui représente la naissance. Donc, au commencement, eh bien la naissance, me semble-t-il. Voilà, on est dans Bereshit. Bess, la papesse, la naissance, la sage-femme, le commencement. Après, voilà, qu'appelle-t-on religion? Pour les gens qui auraient l'envie, et je le conseille plus que chaleureusement, de s'attaquer aux méditations sur les 22 arcanes majeures, on s'aperçoit que toutes les religions sont représentées dans nos 22 arcanes et que des références sont faites à toutes les religions, monothéistes en tout cas. Mais par ailleurs, au-delà des religions, on va retrouver aussi les contes, les légendes, la mythologie. Toute la mythologie est contenue dans cet instrument. Héphaïstos, le mythe d'Héphaïstos, le forgeron des dieux, qu'on va retrouver dans l'arcane 20.
Dédale, le mythe de Dédale, qu'on va retrouver dans l'arcane 4. 4, l'empereur. L'empereur, quelqu'un de très carré, quelqu'un qui est assis, quelqu'un qui est positionné. L'empereur, un personnage carré, assis, posé. Le mythe de Dédale. Qui était Dédale? Il était architecte. C'est l'architecte qui a construit le labyrinthe, dans lequel on a enfermé le Minotaure. L'histoire du Minotaure, l'histoire de Dédale, c'est quoi? C'est l'histoire d'un architecte qui était tellement sûr de lui, qui avait une telle hypertrophie de l'ego, qu'il s'est perdu à la fin de l'histoire de Dédale. Il s'est fait prendre par son orgueil. Quand tu as quelqu'un qui te tire cet arcane et qui te raconte une histoire, invariablement c'est quelqu'un qui a un besoin de positionnement et de s'imposer, ou quelqu'un qui a un manque de confiance en soi. Ça t'évoque les deux, il faut poser la question. Et tu la retrouves une fois sur deux dans la mythologie. La mythologie, les lettres hébraïques qui font référence à la Bible, inévitablement, et à la lecture hébraïque de la Bible, tu retrouves l'inconscient, tu retrouves les archétypes jungiens, le père, la mère, la maison... Voilà, tu retrouves les archétypes. Jung disait que quand il savait pas comment traiter un patient, il faisait un thème astrologique, parce que l'astrologie l'aidait beaucoup. À une autre époque également, il a travaillé avec le tarot, toujours dans la notion de projection. Projection des archétypes, de l'animus, de l'anima. Animus anima étant, animus étant le masculin, la représentation du masculin chez les femmes, et anima étant la représentation du féminin chez les hommes. On va aller chercher ça en fonction de ce qu'on trouvera dans les images. On retrouve tout ça. Au XXIe siècle, au XVIIIe ou au XXIIIe, quelle est la place d'une valeur spirituelle dans la vie d'un humain? Quelle est la place que nous accordons à nos vraies valeurs, quelle que soit l'évolution de notre société, de notre race ou de nos personnes? Recentrage, se retrouver. J'ai beaucoup de difficultés à imaginer qu'une époque soit un frein à l'évolution de l'individu. Le tarot est un instrument d'évolution. Au XXIe siècle, il me semble qu'on a joliment besoin d'évoluer. Moi, je pense que la place est de plus en plus prépondérante, qu'on a de plus en plus besoin de recentrer qui nous sommes. On est agressé de bruit, de demandes, de challenges, de difficultés à se positionner. On est agressé de diktats multiples et variés, hein. La mode, la réussite, l'argent, tout ça nous éloigne sans doute de nous. Se retrouver, se recentrer, savoir qui on est, voilà un des instruments, c'est le mien et celui de beaucoup d'autres, mais un des instruments qui peut peut-être nous aider à nous chercher ailleurs que dans les posts Instagram. Aucun média n'est mauvais. Aucun médium n'est mauvais, c'est l'abus qui en est mauvais et qui nous éloigne de nous. La place au XXIe siècle de cet instrument, c'est la même que toujours. La conscience humaine devrait être centrale dans la vie de tout le monde, toujours. Ça dépend comment tu le présentes. Les choses que tu imposes, ça donne une image sectaire. Et être sectaire, c'est manquer de respect à l'autre. Donc l'acceptation, c'est... Cet instrument-là encore, quand je te dis que le tarot choisit son monde, il le choisit aussi dans la manière dont tu travailles. Il y a des gens qui sont totalement insensibles à cet enseignement-là, ça se respecte. Il y a des gens qui en tirent beaucoup de bénéfices, parce que sans doute ça les appelait aussi.